Voilà, nous venons d'arriver sur le lieu de pêche. Alors, c'est-à-dire le lac, ici, à peu près une profondeur de 7-8 mètres. Alors, comment il est constitué? Toute la partie derrière nous est un grand plateau. Comme vous pouvez le voir, là-bas vers le ponton, tout le long vers la route, d'une profondeur moyenne à peu près variant entre 5 et 6 mètres. Et où nous nous trouvons, il y a une cassure, ce qu'on appelle, nous, la moraine. Une cassure qui descend jusqu'à 13-15 mètres. Donc nous nous trouvons sur cette moraine. Alors ce qu'on appelle, comme je vous ai dit, ce qu'on appelle cette moraine, c'est cette cassure entre les changements de différentes profondeurs. Le poisson carnassier a bien l'habitude de se tenir en bas de cette moraine. Et pourquoi? Il remonte, les alevins, les petits poissons ont plus tendance à se tenir sur le plateau et les carnassiers remontent cette moraine pour venir chasser et ensuite reprennent leur profondeur habituelle. Alors, le lac aujourd'hui est vraiment calme, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout quand on a ce qu'on appelle ici au lac du Bourget le vent de traverse. C'est un vent qui descend de la montagne, de la dent du Chac, qu'on voit en face là, et où le vent prend une violence très très rapide, où on a souvent guère le temps même de rentrer au port, tellement que le vent est violent d'un seul coup. Enfin, beaucoup de pêcheurs ici se sont fait prendre un petit peu à ce piège, où on est tous vigilants quand même sur ce petit point particulier qu'est les vents, quoi. Voilà, donc on va commencer un petit peu la pêche aujourd'hui au guignol. Alors la pêche au guignol est une pêche très ancienne, très typique du lac. Ne me demandez pas pourquoi on y appelle le guignol, je ne sais pas, mais nos ancêtres déjà pêchaient au guignol. Bon. Alors c'est un petit poisson usiné, frotté, fait briller manuellement, qu'on fait bouger au fond en donnant des petits coups secs, de façon à exciter les poissons. Alors ici, sur ce lac, on peut vraiment pêcher toutes sortes de poissons, sauf, j'ai jamais entendu dire, le silure. Autrement, toutes les autres espèces de poissons sont représentées. Le lac est extrêmement peuplé en brochets et en perches. Brochets et perches, poissons qui grossissent très vite, vu l'énorme quantité de petits gardons, de petits poissons qui se reproduisent ici dans les herbiers l'été. Du cendre, beaucoup de cendre, mais qui serait peut-être un petit peu en voie de régression, vu les gros efforts d'assainissement qui ont été faits dans le projet Grand Lac, qui rendent le lac un petit peu plus clair, plus pur. Par contre, au profit d'autres poissons, comme la truite, l'omble et le lavaret. Alors, la perche ici est très abondante. Au mois de juin, juillet, vous verrez toutes les familles ici venir avec la famille complète, venir pêcher le petit perchaud à la gambe, les petits perchauds de l'année. C'est assez traditionnel sur le lac du Bourget, la friture de perchaud qu'on trouve dans tous les restaurants là, aux alentours à partir du mois de juillet est quand même assez connue. Après, bien sûr, nous pouvons pêcher après vraiment de très grosses perches. De très grosses perches prises qu'on peut prendre, qui sont pêchées de différentes manières, dont aujourd'hui une qu'on va tester, la pêche au guignol. Bon, je vais vous présenter le guignol. Hein. Alors voilà, c'est une petite masse en plomb ou en aluminium, faite chaque pêcheur aime bien faire son guignol. Alors, c'est une pêche qui est très ancienne. J'ai toujours connu les gens, le grand-père, du grand-père, de l'oncle, tout le monde a toujours pêché au guignol sur le lac d'Aix-les-Bains. Alors, c'est une pêche qui se pratique, en principe, l'hiver. Alors, le barème du début de pêche au guignol, c'est qu'on regarde la montagne qui est derrière nous, et dès qu'on voit la dent du Chac qui commence à se blanchir, on se dit, allez, on peut aller pêcher au guignol. C'est un petit peu en fin d'automne, les premières
les premières gelées, dès qu'on va... C'est là, bon, c'est pas une pêche qui se pratique l'été, c'est une pêche d'hiver. Alors, il existe différentes sortes de guignols. Hein. Celui que j'ai dans les mains est fait en alu, avec une petite zèbrée jaune. Pourquoi jaune? Parce que ça imite un peu au fond de l'eau, des fois, les zèbres un petit peu de la forme d'un petit cendre ou d'un autre petit poisson. Bon, peut-être que la couleur un petit peu est plus excitante pour certains poissons. Mais avec le même guignol, la couleur n'est pas vraiment capitale. On va plus avoir attaché d'importance sur le poli, sur le brillant du guignol. Un autre, pareil, fait en plomb, plus sommairement, peut-être pas si fin que le premier, mais bon, le jour où les perches sont vraiment en chasse, elles ne vont pas y attacher de grosses différences. Plus petit aussi, pour où on pêche moins profond, peut-être on pêche moins profond, qui est dans le même style de guignol, mais bon, on prendra peut-être des plus petites perches. Alors, à savoir que de temps en temps, bien sûr, avec ces guignols, on peut aussi bien prendre un cendre qu'un brochet. Ça arrive fréquemment, surtout le cendre. À force de l'exciter, n'importe quel carnassier peut se jeter sur un guignol. Donc, voilà en ce qui concerne l'outil proprement dit. Maintenant, on le pêche avec une canne, avec une toute petite canne, simple, vous voyez, faite tout simplement possible, sans moulinet, la plus légère possible. Alors, qu'est-ce qu'on va demander à cette canne? On va demander à cette canne qu'elle soit raide, tout en étant quand même souple. Parce que comme vous allez le voir, quand on pêche toute une matinée avec une canne comme ça, trop raide, on prendrait vite une tendinite. Hein. Donc, il faut quand même pas trop limiter un petit peu la fatigue. Alors, une canne toute simple, hein, avec un nylon très costaud. Là, on ne regarde pas l'épaisseur, le diamètre du nylon. Hein. On ne va pas hésiter à mettre un 40 centimes quoi que ce soit, parce que là, dès que le poisson est pris, on le monte directement avec sans fioriture, hop, on le jette directement dans le bateau. Hein. Là, il n'y a pas de, c'est pas comme une pêche avec du fil fin où il faut épuiser un poisson. Hein. Là, le poisson se jette dessus au fond, il mord, que ce soit du fil fin ou du gros, il mord pareil, autant prendre du gros. Surtout qu'on arrive à prendre de très gros poissons avec ce mode de pêche. Donc, comme vous pouvez le constater, pas de moulinet. Pourquoi? Toujours dans le souci de légèreté de la canne. Hein. La plus légère possible, qu'on puisse sans moulinet, qu'on puisse la manœuvrer comme on veut. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 2 secondes, cette canne, on va la pêcher toute la matinée avec, il faut qu'elle soit le moins lourde possible. Hein. Alors, on a inventé ce petit système avec 2 petits crochets, avec des thermos rétractables qui bloquent et qu'on déplie comme ça. Voilà, tout simplement. 2 petits crochets en alu avec 2 thermos rétractables qui tiennent le bout de canne, qui remplacent le moulinet et qui ont une autre utilité aussi, c'est qu'on sait que cette partie, par exemple, fait 20 cm. En comptant le nombre de tours quand on va descendre, on va tout de suite, quelqu'un avec beaucoup d'habitude, on se rend compte tout de suite à quelle profondeur on pêche. Bon, voilà, pourquoi nous sommes arrêtés ici, sur ce lieu de pêche, là, à cet endroit précis? Parce que nous avons un alignement là sur ce phénomène de cassure que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez, on se repère par exemple à l'immeuble que l'on voit là-bas au fond, hein, avec un alignement d'une autre maison verte qu'on voit là-bas, et on sait que dans cet alignement, nous sommes dans la cassure. Hein, par habitude, on sait qu'on n'est pas venu se poser ici n'importe comment, quoi. Hein, dans ce sens-là, pareil. Hein. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est sur ces moraines que se prennent les poissons. Voilà. Donc, je pense que maintenant, on va pouvoir essayer de pêcher un petit peu, de voir un petit peu comment on procède. Ben voilà, nous allons passer à l'action de pêche. Hein.
Donc, nous allons faire descendre notre guignol jusqu'à ce que je sente le fond. Voilà, là mon guignol est au fond, là je suis à peu près à 6 mètres d'eau. Hein? Donc je vais refaire tendre mon fil de façon à ce que j'ai bien, de bien avoir le contact avec mon guignol et le fond. Voilà, là vous voyez, je donne du mou, hop, là je suis vraiment en sensation avec mon guignol et la profondeur. Alors maintenant, la pêche, proprement. Je fais dandiner un petit peu mon guignol au fond et je donne un petit coup sec. Je refais dandiner au fond et un petit coup sec. Petit coup sec. Alors, si les carnassiers sont là, perche ou cendre, au bout d'un moment, soit même s'ils n'ont pas faim, plus par énervement, vont se jeter dessus. Mais disons qu'il faut être sûr qu'ils soient là, quoi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace tout doucement jusqu'à trouver les bancs de poissons. Souvent, ils prennent une impression comme si on ferrait, c'est-à-dire que le poisson, le guignol remonte comme un éclair au fond, mais une perche est très, très vive quand elle attaque un poisson. Et elle chope souvent quand le guignol est au maximum de sa vitesse en remontant. De même qu'on pêche avec des petits poissons du lac, qu'on appelle les chasseurs, que quand on lance dans les herbiers, faut relever très rapidement. La perche est très fulgurante, une chasse assez fulgurante, sur une courte distance mais très, très rapide. Surtout quand elle chasse à profondeur. On va peut-être se déplacer un petit peu, car apparemment, elles ne sont pas là. On l'aurait déjà touché. Alors, on va se déplacer un petit peu. Souvent le gros travail est de les trouver. Bon, c'est sûr que maintenant, avec les sonars qui sont tolérés, la pêche est rendue plus facile. Bien que le sonar ne nous dit pas le genre de poisson que l'on voit dedans. Mais enfin, suivant les époques et les profondeurs, un pêcheur averti peut quand même deviner quel poisson il voit dans son écran, quoi. Donc on va essayer de se déplacer un petit peu. Je suis en train de descendre la moraine que je vous parlais tout à l'heure. Hein. Il a fallu que je remette un petit peu de fil. Là, je pêche un petit peu plus profond qu'il y a quelques instants. Alors, pareil. On fait dandiner et on essaye d'éjecter rapidement le guignol du fond. Alors souvent, le plomb lourd, en retombant sur un fond vaseux, provoque un petit peu d'éclaboussure, un petit peu de sable qui se relève, qui sort du fond, des sédiments, et attire aussi le poisson. Donc la perche, à cette époque de l'année, commence, bien que c'est un poisson qui vit en banc, la période du frai maintenant est à un mois et demi. Donc les perches se rassemblent souvent pour frayer où il y a du bois.
la perche fraye beaucoup, il y a du bois, des gros herbiers. Donc, si je suis venu un petit peu ici aussi, c'est que je sais que là, nous sommes à proximité de gros herbiers. Mais cette époque de l'année, ou alors cette pêche-là se fait aussi de très bonne heure le matin. Elle est assez bonne à la pointe du jour. La pointe du jour est très bonne pour la pêche au guignol. Ou tard le soir, très tard le soir, tombée de nuit. Dans les heures légales de la pêche, bien sûr. Il y a une demi-heure après le coucher du soleil, il y a une demi-heure après. Bon, elles sont toujours pas là, on va encore se déplacer un petit peu. Bon, eh ben on va essayer un petit peu plus profond. Là, nous pêchons à peu près autour des 8 mètres. On peut remarquer qu'à cette époque de l'année, il y a guère d'activité sur le lac. Mais dès les beaux jours, le matin de bonne heure, il y a on croirait que le lac fourmille de poissons en surface l'été de bonne heure le matin. C'est assez spectaculaire. Là, il y en a une. Ben voilà, bon, ben elle est prise. En voilà une. Une jolie perche. Vous voyez. Voyez, belle perche, on la voit bien, qu'elles vont bientôt frayer, car on voit qu'elle a quand même un gros ventre. Hein. C'est une perche qui va, comme je vous le disais tout à l'heure, dans 1 mois et demi, elles vont commencer à frayer, quoi. Voilà une perche qui fait bien 400 grammes une livre. 400 grammes une livre. Une bonne livre. Voilà. Bon. Bon, ben, on ne pouvait pas rentrer sans s'arrêter un petit peu devant une réserve naturelle là, du lac. Hein. Anciennement, toute cette partie du lac s'appelait le territoire de la Baronne. C'était une baronne qui était propriétaire de toute cette partie du lac. Et là, on en a fait une réserve naturelle. Alors, on peut, ici l'hiver, toutes les sortes de canards, hein, le milouin, le morillon, bon, les colverts, il y en a toute l'année, mais et d'énormes quantités de sarcelles, d'oiseaux d'hiver viennent ici. Et là, ils sont déjà repartis. Ils sont déjà repartis dans les pays du Nord, quoi, hein, pour nicher. Donc, on peut voir encore beaucoup de cormorans, bien sûr. L'arbre là-bas tout blanc, c'est l'ennemi des pêcheurs, le nid des cormorans, qui avec les excréments, avec leurs excréments, bon ben, anéantissent complètement l'arbre, quoi. C'est une période où beaucoup d'oiseaux vont commencer sont déjà tous accouplés. Là, on ne voit pas, il n'y a pas une grosse faune actuellement sur le lac et que les eaux sont un petit peu hautes. Avec ces pluies récentes, les oiseaux sont peut-être un peu plus dans le marais. Et des observatoires ont été créés tout le long pour les écoles, comme on pourra voir plus loin, pour les écoles, tout ça. Et le week-end, beaucoup de gens viennent observer toute cette faune qui est splendide, quoi. Bon à savoir aussi que dans le lac, la tortue cistude a été réimplantée. Oui, parce que la tortue de Floride
Les gens ont beaucoup jeté des tortues de Floride comme ça et puis elle a proliféré. Et c'est quand même, la tortue de Floride est quand même un handicap à détruire, est plutôt nocif à toute la faune aquatique, quoi.